Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe à l'intérieur des échangeurs thermiques pour caractériser de manière un peu plus précise la façon dont les échanges se produisent au sein de ces échangeurs. Alors l'échangeur sur lequel on va se concentrer sur cette vidéo, c'est un échangeur tubulaire simple. On verra d'autres exemples d'échangeurs par la suite. Donc l'échangeur tubulaire simple, il est constitué d'un premier tube qui est un tube central dans lequel s'écoule un premier fluide et on va ensuite encapsuler ce tube dans un deuxième tube et dans ce second tube va circuler également un fluide. Donc ça correspondra au fluide procédé, au fluide caloporteur. Alors nous, dans le cas qu'on va traiter ici, on va supposer qu'on a un fluide procédé qui traverse l'échangeur via le tube central et le fluide caloporteur qui transite par l'extérieur du tube. Alors, il y a deux façons évidemment de faire transiter le fluide caloporteur dans l'échangeur tubulaire simple. La première façon, c'est de rentrer le fluide caloporteur au même niveau que le fluide procédé et du coup de le sortir à l'autre extrémité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une circulation à cocourant. Et la deuxième façon de faire circuler le fluide caloporteur, c'est l'inverse. Autrement dit, on va avoir la circulation de fluide procédé de la même façon dans ce sens-ci. La calandre ici, hop, comme ceci, et le fluide caloporteur qui circule dans l'autre sens, à l'intérieur donc de ce second tube qui englobe le premier. Et ça, c'est ce qu'on appelle une circulation à contre-courant. Bien, alors pour caractériser l'évolution des températures des fluides à l'intérieur des deux dispositifs d'échange ici, on va représenter la température le long de l'axe de chacun des deux échangeurs. Alors dans le premier cas, on va avoir un fluide procédé. Alors ici, on va supposer que le fluide procédé est froid et que le fluide caloporteur du coup est chaud. Évidemment, on peut faire la même chose avec des fluides de température opposée, hein, ça ne change rien au mode de fonctionnement. Donc on va avoir un fluide procédé qui va rentrer froid ici et un fluide caloporteur qui va rentrer chaud dans l'échangeur thermique. Donc au début, on a une grosse différence de température entre les deux fluides, donc un transfert d'énergie qui va avoir lieu depuis le fluide caloporteur vers le fluide procédé. Et au fur et à mesure que les deux fluides vont circuler dans l'échangeur, la température du fluide procédé va augmenter, la température du fluide caloporteur va décroître, si bien que les évolutions de température sur la courbe qui est ici vont avoir cette forme. Ici, donc le fluide procédé s'échauffe, le fluide caloporteur se refroidit, et petit à petit, les deux températures se rapprochent. Alors si l'échangeur est suffisamment long, ou que les débits des fluides sont suffisamment faibles, on va réussir à atteindre un certain équilibre thermique qui correspondra au moment où les températures des deux fluides sont égales et donc on ne peut plus avoir d'échange thermique. Autrement dit, si on poursuit ici les courbes, on va voir apparaître une convergence des deux courbes qui correspondent à une température d'équilibre. Alors par exemple, si vous rentrez un fluide froid ici à la température de 10 degrés Celsius et un fluide chaud à la température de 90 degrés Celsius, ici 90 degrés Celsius, voilà. Alors en supposant que les propriétés thermiques des deux fluides sont les mêmes et en supposant que les débits sont identiques, la température d'équilibre ici va être de 50 degrés Celsius, autrement dit la moyenne des deux. Bien, alors si vous ne vous souvenez plus comment on fait pour obtenir ce résultat, je vous invite à retrouver ces formules-là dans la vidéo précédente sur les bilans thermiques pour lesquels vous avez un lien qui devrait s'afficher par ici. Ok, alors premier constat, donc si vous augmentez ici le débit de fluide caloporteur, du coup vous allez avoir plus d'énergie disponible au niveau du fluide caloporteur, ce qui veut dire que le fluide caloporteur va moins refroidir, donc la température d'équilibre sera plus élevée et donc vous serez à même de chauffer davantage le fluide froid, le fluide procédé froid en entrée. De la même façon, si vous diminuez le débit de fluide caloporteur, vous allez faire baisser la température d'équilibre ici et donc vous chaufferez moins le fluide procédé.
Alors dans le cas du contre-courant, la situation est différente puisque là on va avoir, je représente ici la longueur totale, oui je ne l'ai pas fait ici, hop là, la longueur totale de l'échangeur. Dans le cas où on a un contre-courant, donc on va prendre les mêmes températures pour l'exemple. Ici donc on rentre à 10 degrés Celsius dans l'échangeur, on va rentrer à 90 degrés Celsius ici en entrée du fluide caloporteur. Le fluide froid va démarrer donc sa course ici à 10 degrés Celsius et le fluide caloporteur lui va démarrer sa course à 90 degrés Celsius mais en face. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait le fluide chaud ici qui rentre dans l'échangeur thermique, en fait il va être en contact non pas avec le fluide procédé froid mais avec le fluide procédé qui a déjà été chauffé par le fluide caloporteur en amont. Si bien que dans le cas où on a un échangeur thermique suffisamment long et on a des échanges qui seront suffisamment intenses, on va être capable, a priori, dans le cas d'un échangeur idéal, d'avoir ici en sortie un fluide procédé qui a la même température que le fluide avec lequel il est en contact, le fluide caloporteur avec lequel il est en contact, autrement dit 90 degrés Celsius. Auquel cas ici, on a dans ce cas-là, des courbes d'évolution de température qui seront les suivantes. Le fluide procédé va progressivement chauffer à la température, à la traversée de l'échangeur thermique jusqu'à atteindre la température qui est la température d'entrée du fluide caloporteur. Et le fluide caloporteur de son côté va refroidir jusqu'à atteindre la température qui est la température d'entrée du fluide procédé. Alors là évidemment j'ai tracé une courbe qui correspond à un cas où on a les mêmes propriétés thermiques pour les fluides et on a les mêmes débits pour les fluides et on a un échangeur idéal de taille très grande, etc., etc. Donc dans la vraie vie, évidemment, les courbes ne seront jamais comme ça, mais par contre, on va conserver cette idée que l'on est capable de se rapprocher de la température pour le fluide froid, on va être capable de se rapprocher de la température du fluide chaud telle qu'elle est en entrée. Dans le cas réel, on va observer des courbes qui sont très légèrement différentes, mais qui conservent d'une certaine façon les caractéristiques qu'on vient de mentionner. À savoir donc que pour le cas d'un échangeur tubulaire donc à cocourant, on va avoir un fluide procédé qui va chauffer, un fluide caloporteur qui va refroidir, et que en aucun cas vous ne pourrez avoir une température de sortie du fluide procédé qui sera plus élevée que la température de sortie du fluide caloporteur. De l'autre côté, en revanche, lorsque l'on a une circulation à contre-courant, eh bien, le fluide procédé, lui, va chauffer à la traversée de l'échangeur. Le fluide caloporteur, lui, va refroidir à la traversée de l'échangeur. Mais cette fois-ci, bien si on choisit correctement les caractéristiques de l'échangeur, on va pouvoir faire monter ce point de sortie proche de la température d'entrée du fluide caloporteur. Autrement dit, là, on va effectivement pouvoir sortir le fluide procédé à une température de sortie qui est potentiellement plus grande que la température de sortie du fluide caloporteur, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Alors ce que l'on vient de voir ici correspond à ce qu'on appelle l'efficacité de l'échangeur. Autrement dit, ça traduit sa capacité à permettre le transfert d'énergie depuis le fluide chaud vers le fluide froid. Tous les échangeurs ne sont pas égaux en termes d'efficacité. D'ailleurs, ça va être un enjeu technique de réussir à avoir un échangeur qui soit particulièrement efficace, tout en répondant aux autres critères du cahier des charges qui lui seront fixés, comme par exemple une perte de charge qui soit pas trop importante, ou la capacité à laisser passer une grande quantité de fluide. Donc il y a tout un tas de critères qui potentiellement peuvent être respectés ici et qui vont mener à différents types d'échangeurs thermiques, ce dont on parlera ultérieurement. Alors un exemple très simple de façon de modifier l'efficacité d'un échangeur. Donc on va reprendre l'échangeur tubulaire dont on vient de parler. Donc tout à l'heure on a vu qu'on avait un premier tube dans lequel on faisait transiter le fluide procédé. Et puis on avait donc la calandre ici dans laquelle on allait faire transiter le fluide caloporteur. Alors là je vais prendre l'exemple de fluide qui circule à contre-courant. Donc là ici le fluide caloporteur, ici le fluide procédé, voilà. Alors ce qui se passe, c'est que quand on a cette circulation, les échanges thermiques se font au niveau de la paroi qui sépare les deux fluides. Donc cette paroi ici, on va avoir une énergie qui va transiter à travers cette paroi.
Et on verra ça un petit peu plus en détail quand on va avoir le cours sur la loi de Fourier, donc vous trouverez le lien dans la fiche qui s'affiche là-haut. Eh bien, ce transfert thermique va être entre autres gouverné par les températures, donc les températures des deux fluides qui se trouvent de part et d'autre de la paroi. Quand on a ce type de dispositif, on peut voir s'installer des écoulements qu'on appelle laminaires, dans lesquels en fait les lignes de courant sont parallèles les unes aux autres. Quand c'est comme ça, en fait, les échanges d'énergie entre les différentes couches d'écoulement vont se faire par conduction. Ce qui implique que la température, l'énergie thermique va partir du fluide caloporteur, donc ici, et transiter vers le fluide procédé de l'autre côté par conduction de couche à couche de manière proche. Et on va voir apparaître des gradients de température entre les portions de fluide qui sont loin de la surface d'échange et celles qui sont proches de la surface d'échange. Or, on verra dans la vidéo sur la loi de Fourier, dont je vous mets le lien ici en fiche, que ce qui est important dans le transfert d'énergie entre un fluide et un autre fluide qui sont séparés par une paroi, mais justement, c'est la différence de température qu'on observe entre les deux côtés de la paroi. Donc si on a un gradient de température qui s'installe, on va se retrouver avec une température moyenne dans chaque fluide, une différence entre les deux températures moyennes des deux fluides, qui sera plus grande que la différence de température entre les deux côtés de la paroi entre lesquels l'échange a lieu. Et donc on aura une perte d'efficacité de l'échangeur qui sera simplement due à l'établissement de ce gradient, qui elle-même est due au fait qu'on a un écoulement laminaire. Alors, une technique qui est utilisée pour contrer cet écoulement laminaire, ce sont des chicanes. Donc, on va placer ici, par exemple, dans la partie qui correspond au fluide caloporteur, des obstacles entre lesquels le fluide caloporteur ici va devoir slalomer, ce qui va en fait provoquer des turbulences ici dans le fluide à chaque passage d'obstacles, et donc on va avoir de la convection qui va venir se rajouter sur le phénomène de conduction. Donc on va homogénéiser la température du fluide caloporteur et du coup on va augmenter la différence de température entre les deux côtés de la paroi qui sépare les deux fluides. Et donc en faisant ça, eh bien, on va augmenter l'efficacité de l'échangeur. Simplement, parallèlement, le fait d'augmenter le nombre d'obstacles à l'écoulement du fluide, forcément, ça va augmenter la perte de charge dans le circuit de fluide caloporteur, ce qui veut dire que si on veut alimenter un échangeur de ce type, il va falloir augmenter la pression en entrée par rapport à la pression en sortie, par rapport à ce qu'on aurait sur un écoulement laminaire. Voilà, donc différents paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer pour obtenir un échangeur plus ou moins efficace. Alors pour le moment, on a parlé uniquement d'efficacité, mais concernant les échangeurs thermiques, il faudra aussi qu'on parle de rendement. En effet, dans les exemples qu'on a pris jusqu'à présent, on a chaque fois supposé qu'on avait totalement transféré l'énergie qui était perdue par un fluide à l'autre fluide. Dans la vraie vie, c'est pas le cas évidemment. On va avoir des pertes, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'énergie qui va être perdue par le fluide chaud, mais qui ne sera pas gagnée par le fluide froid et qui sera en général dissipée dans le système, ce qu'on va appeler des pertes thermiques. Donc si on reprend l'exemple de l'échangeur qu'on avait tout à l'heure, donc ça sera... Donc on a dit tout à l'heure qu'on avait un fluide procédé qui transitait dans l'échangeur ici, un fluide caloporteur qu'on allait faire transiter dans l'échangeur ici, et on va avoir donc essentiellement du transfert thermique au niveau de la paroi qui sépare les deux fluides, du fluide chaud, donc là on avait supposé que le fluide chaud était le fluide caloporteur, vers le fluide froid, le fluide procédé. Simplement, cet échangeur thermique, lui, il est dans un environnement donné. Et ici, on a également une paroi. Donc, on a une différence de température entre l'intérieur de l'échangeur thermique et son environnement. Et donc, nécessairement, on va avoir apparaître des transferts thermiques depuis l'échangeur vers son environnement. Donc, ce qu'on va qualifier ici de perte, puisque ce n'est pas quelque chose qui est souhaité. Alors, pour caractériser les pertes, on va procéder un petit peu comme on avait fait précédemment, c'est qu'on va regarder, on va faire un bilan global en travaillant sur le fluide procédé, le fluide caloporteur et l'environnement, donc ce qui est autour de l'échangeur. On va supposer que tout ça est un système fermé, autrement dit la puissance W qu'a gagné le fluide procédé plus la puissance W que gagne le fluide caloporteur plus la puissance
que gagne l'environnement est égal à 0, puisque c'est fermé, ce qui va nous permettre en fait de calculer les pertes, donc la puissance qui a été donnée à l'environnement, en fonction des propriétés des deux fluides qui transitent dans l'échangeur. Autrement dit, ici, la puissance thermique gagnée par l'environnement sera égale à moins la puissance thermique gagnée par le fluide procédé, moins la puissance thermique gagnée par le fluide caloporteur. Dans ce genre de circonstances, on va calculer le rendement comme étant ce qui a été réellement donné au fluide procédé, donc ici le fluide qu'on souhaitait chauffer, ramené à ce qui a été donné par le fluide chauffant, donc le fluide caloporteur ici. Autrement dit, le rendement du système, ce que je vais noter état, ça va être égal à ce qui a été gagné par le fluide procédé sur ce qui a été donné par le fluide caloporteur, autrement dit moins WC. Donc voilà pour la définition du rendement, donc à bien séparer de l'efficacité. Donc l'efficacité de l'échangeur, ça va être sa capacité à faire en sorte que l'énergie qui est contenue dans le fluide chaud soit transférée au fluide froid. Et son rendement, ça va être la capacité, ça va caractériser la capacité de l'échangeur à faire ce que ce transfert d'énergie se produise avec le moins de pertes possible. Bien, alors je vais juste retransformer légèrement encore cette expression pour la rattacher à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les bilans thermiques. Donc votre rendement ici, ça sera la puissance qui est gagnée par le fluide procédé. Donc on a vu tout à l'heure, c'était donc dans l'autre vidéo, que c'était égal au débit de fluide procédé fois la capacité thermique massique du fluide procédé fois la différence de température du fluide procédé entre l'entrée et la sortie, voilà. Et en dessous, donc, ce qui a été gagné par le fluide caloporteur, donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait dans une expression précédente, à savoir que ça va être égal au débit de fluide caloporteur fois la capacité thermique massique du fluide caloporteur, multiplié par la température d'entrée du fluide caloporteur moins la température de sortie du fluide caloporteur. Donc j'ai incorporé le signe moins ici dans l'expression de la puissance WC, ce qui induit un échange des deux températures qui sont là. Voilà, donc c'est cette expression-là qui permettra d'accéder au rendement, ou si le rendement est connu, ça permettra d'accéder aux autres grandeurs caractéristiques de l'échangeur. Et c'est ce que je vous propose de faire dans un exercice d'application dont vous trouverez l'énoncé dans la vidéo suivante en suivant le lien qui s'affiche ici. Pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!